Voyage au pays des virus, au cours de la pneumonie. Vous recevez un patient dans un tableau suspect de pneumonie aux urgences et puis vous engagez très vite une démarche diagnostique, en fait dès les premières heures, et vous allez très vite aller dans une séquence qui va consister à affirmer le diagnostic, ça c'est le diagnostic positif, à avancer d'emblée dans l'enquête étiologique, à évaluer la gravité, on en a parlé un petit peu là, pour en particulier orienter le patient, et puis avec un délai le plus faible possible dans la prise en charge thérapeutique. C'est une situation fréquente pour vous, puisqu'on estime, on l'a dit, qu'il y a entre 500 000 et 800 000 cas de pneumonie par an, que c'est la première cause de décès par infection dans nos pays, que environ 10% de ces patients passent à l'hôpital, gardez ça en mémoire, cette belle étude de médecine générale en France sur la prise en charge de la pneumonie chez les médecins généralistes, qui nous rappelle que seulement 10% des patients avec un diagnostic de pneumonie mettent un pied à l'hôpital, que tous les autres ne voient jamais de médecin hospitalier. Et donc on va parler de ces 10% de patients-là. Donc une situation fréquente, une maladie aiguë, infectieuse, du poumon profond, dont vous avez comme notion qu'elle a une vraie gravité, qu'elle est associée à une vraie mortalité, et une maladie qui, dans votre esprit quand même, acceptez-le, était jusqu'à assez récemment plutôt une maladie bactérienne, et vous avez la notion que le pneumocoque est la bactérie prédominante, et que derrière le pneumocoque, on a une épidémiologie variable selon les pays, et puis surtout variable selon les secteurs de prise en charge, avec une représentation un peu plus importante chez les patients les plus graves de bactéries plus problématiques, soit pour leur virulence, soit pour leur sensibilité aux antibiotiques. Et puis vous aviez comme notion qu'il y avait quelques virus, et puis qu'in fine, même quand on faisait bien l'enquête, on avait la moitié des patients qui demeuraient au terme de tout ça sans diagnostic étiologique, c'est ce qu'on appelait la pneumonie non documentée. Alors, avec cette maladie-là infectieuse plutôt bactérienne, vous menez cette enquête diagnostique et puis vous avez des outils. Vous avez l'enquête anamnestique, l'enquête du terrain, les outils cliniques, biologie, imagerie, la microbiologie, et puis éventuellement les scores, on en a parlé un petit peu. Vous avez des outils et puis vous êtes un petit peu perturbé parce que vous dites on est en train de m'expliquer l'épidémiologie change, qu'il y a beaucoup de virus, et est-ce que ces différents outils, ces différents temps-là de la démarche tout à fait initiale, est-ce que ces différents temps sont perturbés, bouleversés par cette nouvelle épidémiologie virale, et c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Vous êtes bouleversés parce que vous avez maintenant dans votre pratique clinique courante l'utilisation des PCR, qui sont des outils quand même très pratiques, très sensibles, très performants donc sur le plan diagnostique, facile à réaliser au laboratoire aussi, avec des PCR multiplex totalement automatisés, qui peuvent vous rendre des résultats en quelques heures, avec un coût qui reste élevé, autour de 150-200 €, mais un coût qui est plutôt décroissant. Et donc, on l'a dit juste avant, des outils qui ont clairement changé, on a vu cette étude américaine, EPIC Study, qui ont clairement changé l'épidémiologie des pneumonies communautaires. Et quand on met côte à côte 4 séries de pneumonies hospitalisées en réanimation, donc chez les patients les plus graves, mais qui sont aussi les plus explorés, on se rend compte que les pneumonies qu'on appelait non documentées sont clairement de moins en moins fréquentes, qu'on trouve toujours beaucoup de bactéries, mais qu'on trouve beaucoup de virus et beaucoup de co-infections. Et donc, vous êtes un peu perturbés. Je vous propose qu'on voit un petit peu ensemble qu'est-ce que cette épidémiologie changeante va éventuellement bouleverser dans votre prise en charge initiale, dans vos outils initiaux, dans votre feeling initial sur ces différents temps du diagnostic. Beaucoup de petits triangles. Et puis on parlera de quelques virus en particulier, et puis on aura évidemment un focus important sur la grippe, et on parlera au moins d'un virus un petit peu exotique. Alors on commence par le terrain et l'enquête anamnestique. La première question que je me suis posée, c'est, on en a un petit peu parlé avant, vous savez qu'on a dans la pneumonie communautaire ces patients qui viennent de la maison, en tout cas qui viennent de la communauté, une proportion importante de patients qui sont certes de la communauté, mais qui ont un pied ou au moins un orteil dans le système de soins. Ces patients qu'on appelle les pneumonies associées aux soins. Et vous savez que ces patients ont une épidémiologie un petit peu différente. Ces pneumonies associées aux soins, ici dans une cohorte espagnole,
une épidémiologie un petit peu différente, avec notamment une surreprésentation de bactéries problématiques, de bacilles gram-négatives, de staphylocoque doré, et puis une sous-représentation notamment de germes atypiques. C'est des patients un petit peu différents parce que on a probablement, à cause de cette épidémiologie un petit peu différente, un risque plus élevé d'avoir une antibiothérapie initiale inadaptée et une durée de séjour à l'hôpital plus longue. Et donc ces patients qu'on appelle pneumonie associée aux soins, eh bien c'est ceux qui sont hospitalisés au cours des 3 mois précédents, qui sont institutionnalisés, qui sont dialysés chroniques, voire qui nécessitent l'admission en réanimation. Il y avait même un score qui avait été proposé aux États-Unis, qui utilisait ces items-là pour tenter de prédire à l'admission la probabilité que le patient se présentant avec une pneumonie soit infecté par une de ces bactéries problématiques. Alors au niveau des virus, vous allez être déçus parce que quand on prend, en tout cas la seule cohorte pour moi qui a mis côte à côte des pneumonies associées aux soins et des pneumonies purement communautaires, eh bien on est assez déçus pour les virus parce que globalement, il y en a autant dans les deux populations, c'est-à-dire entre ici 34 et 41% des patients. Il y en a à peu près autant, il y a une distribution des virus qui est à peu près équivalente, avec simplement ici un petit peu plus de VRS dans la population des pneumonies dites purement communautaires. Donc vous êtes déçus là-dessus, le message bactéries différentes n'est pas valable pour les virus, il y a autant de virus dans ces patients qui viennent d'institutions, qui sont un peu à l'hôpital, etc. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, il y a à peu près les mêmes virus. Alors deuxièmement, vous interrogez le patient sur le comptage, et je me demande si vous les interrogez parfois sur les enfants à domicile et sur l'âge des enfants. Et j'aime bien montrer cette étude qui est vraiment une belle étude américaine, longitudinale, sur 1 an, où une centaine de familles américaines sont suivies, et chaque semaine, on fait une PCR multiplex écouvillon nasopharyngé à toutes les personnes de la famille et on documente ainsi 52 semaines pour 52 petits bonhommes. On documente le nombre de semaines pendant lesquelles il y a au moins une personne dans la maison qui a une infection virale en cours, c'est-à-dire des symptômes et une PCR positive. Et donc on regarde quand il y a ici au moins un enfant de moins de 5 ans dans la maison, vous voyez que c'est la moitié de l'année pour laquelle on a au moins une personne qui a une virose respiratoire banale dans la maison. Puis ensuite, on regarde en fonction du nombre d'enfants dans la famille. Et vous voyez que quand il y a 6 enfants dans la famille, il y a 87% des semaines dans l'année pendant lesquelles il y a au moins une personne qui a le nez qui coule, etc., etc. Donc soyez attentifs à ça, les enfants et le nombre d'enfants dans la famille, et ça c'est clairement associé, évidemment, mais c'est pas une surprise, à la circulation virale. Troisième message sur l'anamnèse et les signes physiques. Est-ce que vous avez la possibilité dans votre anamnèse, dans la recherche des symptômes à l'interrogatoire, d'avoir des éléments qui orientent fortement vers l'étiologie virale? Vous allez être déçus là aussi. On a quelques données, en tout cas je cite ce travail hollandais là, avec une cohorte de pneumonie assez conséquente, hospitalisée, gravité moyenne, 408 patients, et on les classe selon le diagnostic étiologique établi au terme de l'enquête microbiologique. Et en gros, quand on détaille les symptômes, on n'a pas grand-chose qui sort, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose en termes de diagnostic plus fréquent dans le groupe viral ou dans le groupe viral plus bactéries. La seule chose un petit peu notable, c'est que les patients qui ont une infection virale toussent volontiers un petit peu plus que les patients qui sont sans étiologie et qui ont une pneumonie bactérienne. Donc c'est pas tout à fait bouleversant, mais c'est à peu près la seule chose qui sort de ce travail-là. Et quand on pose la deuxième question qui est est-ce que éventuellement ces symptômes peuvent vous orienter vers un virus plutôt qu'un autre? Bien, vous allez être déçus aussi. Alors, je vais beaucoup vous décevoir pendant ce topo, mais là aussi, il n'y a pas grand-chose qui sort. C'est-à-dire que quand on met côte à côte dans cette cohorte de pneumonie, date de 2008, les différents diagnostics viraux, en termes de symptomatologie usuelle que vous recherchez, vous êtes déçus parce que globalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Tout au plus, signale-t-on que les grippes sont un peu plus symptomatiques que les autres groupes d'infection. Alors, si on s'intéresse particulièrement à la grippe, les symptômes au cours de l'infection virale, vous savez que globalement la grippe c'est une toux fébrile avec des signes associés. C'est cette étude québécoise qui montrait bien ça, les signes cliniques qui sont indépendamment associés à un diagnostic de grippe positive chez un patient qui se présente dans un tableau de virose, c'est la fièvre et la toux. Et donc la grippe c'est une toux fébrile avec quelques signes associés. Je voudrais insister sur la grippe au niveau des signes physiques parce qu'on a quand même au moins 2 travaux qui vous mettent un warning sur grippe
et immunodéprimés, c'est-à-dire sur symptomatologie clinique et immunodéprimés. On a cette première étude américaine avec 86 patients hospitalisés dans un tableau d'infection grippale, éventuellement pneumonique, et on met côte à côte la symptomatologie des immunocompétents et des immunodéprimés, et on identifie que les immunodéprimés sont moins symptomatiques sur le plan respiratoire, avec nettement moins de toux, 79% versus 96%, moins de courbatures et moins de sensations de dyspnée par rapport aux immunocompétents. Donc moins bruyant, une maladie un peu moins visible, mais d'autres choses en revanche qui nous sautent aux yeux, notamment un état général un peu plus altéré, avec notamment une inappétence volontiers plus fréquente chez ces patients immunodéprimés. Et on a une deuxième cohorte qui nous dit à peu près la même chose, qui nous dit « warning, les immunodéprimés, ils ont de la fièvre, ok, ils toussent volontiers, mais ils sont pas très souvent symptomatiques sur le plan respiratoire et ils sont volontiers globalement avec un état général un petit peu altéré, donc une symptomatologie un petit peu plus difficile. Alors prudence. Voilà pour l'anamnèse et le terrain. Vous voyez, je vous ai dit des choses, on n'a pas beaucoup de données, mais globalement ça bouleverse pas vos habitudes. Vous avez dans la tête que la cause virale est fréquente dans les pneumonies et vous avez maintenant en tête qu'elle est aussi fréquente dans ces patients qui viennent de la communauté, que les symptômes physiques et les signes physiques et les symptômes sont assez peu contributifs pour orienter vers la cause virale ou vers un virus en particulier, et puis que la symptomatologie grippale, attention, est volontiers un peu abâtardie, notamment sur les symptômes respiratoires et infectieux chez l'immunodéprimé. Alors, deuxième topo, la biologie, on va aller assez vite. Y a-t-il une biologie particulière au cours de la pneumonie virale? J'ai pas beaucoup de données à vous montrer. Je vous montre ce travail qu'on a réalisé à l'hôpital Bichat où on avait une cohorte de pneumonie grave. C'est des pneumonies en réanimation. Et puis, un peu comme tout à l'heure dans l'autre travail, on les a classées selon le groupe étiologique, microbiologique. Et on n'identifiait pas beaucoup de choses au niveau biologique. Tout au plus, signalait-on qu'on avait une tendance à une thrombopénie plus importante dans les deux groupes des patients qui avaient au moins un virus identifié. Et puis de manière associée des CPK, une petite rhabdomyolyse volontiers présente chez les patients qui étaient affectés par au moins un virus, premièrement. Et deuxièmement, une procalcitonine qui était, mais ça c'est pas une surprise, plus élevée chez les patients qui avaient une infection bactérienne. On parle de la procalcitonine et c'est le deuxième message sur la biologie. Après, éventuellement, CPK, thrombopénie, des petits messages comme ça. La procalcitonine, on passe pas une heure dessus, mais simplement pour vous dire que dans la grippe, on a quelques travaux qui sont assez intéressants sur l'utilisation de la procalcitonine pour discriminer, c'est toujours la question, les patients qui ont ou qui n'ont pas une co-infection ou une surinfection, appelez ça comme vous voulez, bactérienne. Ce travail français collaboratif du réseau REVA, avec l'utilisation de la PCT pour discriminer ces deux populations de patients, grippe only ou grippe plus bactéries, et puis d'autres études colligées dans une méta-analyse qui nous montre une valeur diagnostique qui n'est pas très spectaculaire, mais voilà, c'est un outil parmi d'autres pour vous, pour essayer de discriminer la co-infection bactérienne et puis réfléchir à l'utilisation des antibiotiques ou réfléchir plutôt à éventuellement l'arrêt des antibiotiques si la suspicion de co-infection ou de surinfection bactérienne est faible. Voilà, des valeurs évidemment variables selon le seuil, avec un seuil de 0,5 qui est probablement le meilleur seuil dans cette situation. Voilà pour la biologie, pas de spécificité particulière, et puis intérêt non nul de la procalcitonine pour discriminer les pneumonies grippales avec et sans co-infection bactérienne. Alors l'imagerie, on ne s'est pas coordonné avec ma collègue Élodie qui est passée avant, mais effectivement je suis un fervent supporter de ce travail collaboratif français et j'ai le scanner facile et les urgentistes ont le scanner facile dès lors qu'il y a effectivement une imagerie difficile ou pas totalement conclusive dans le diagnostic positif. Qu'en est-il autour de la grippe? Et je ne parle que du scanner. Alors il y a des séries qui ont détaillé un peu la sémiologie radiologique au cours des pneumonies grippales. Vous apprendrez notamment dans celle-ci, qui collige des patients immunodéprimés au moment de la pandémie 2009, que on a fréquemment du verre dépoli, mais fréquemment des consolidations, des condensations. Fréquemment des condensations, 85% dans ces pneumonies grippales des patients ont au moins une condensation alvéolaire, et puis des épaississements bronchiques, des nodules centrolobulaires. Alors évidemment, vous voyez où je veux en venir, il y a des collègues ici japonais qui ont mis une cohorte de pneumonie grippale et une cohorte de pneumonie à pneumocoque côte à côte,
et puis qui ont regardé éventuellement les différences quant aux principaux patterns radiologiques scanographiques. Eh bien, il sortait que dans les pneumonies grippales, on avait volontiers davantage de vers dépoli et d'aspect en crazy paving, alors que dans les pneumonies à pneumocoque, eh bien, c'était davantage la condensation, les impactions mucoïdes, évidemment l'épanchement pleural, et puis les nodules centrolobulaires. Donc des petits différents qui, encore une fois, sont un outil parmi d'autres dans votre raisonnement étiologique. Ici, quelques images pour les pneumonies grippales, avec les opacités en verre dépoli, avec un petit de distribution un petit peu bronchogène, là, ici, évidemment. Et puis les condensations dans la pneumonie à pneumocoque, les nodules centrolobulaires. Pas d'épanchement pleural sur ces images-là. Voilà. Donc l'intérêt du scanner, mais ça on vous l'a déjà dit, mais ça je le répète parce que voilà, je suis plutôt un utilisateur convaincu, et la fréquence accrue de verres dépolis au cours de la pneumonie grippale, c'est peut-être ce que je peux vous donner comme élément issu de la littérature. Alors la microbiologie, on n'y passe pas trop de temps parce que j'en ai parlé une demi-heure vendredi matin, des PCR multiplex. Elles ont totalement révolutionné l'épidémiologie virale au cours de la pneumonie communautaire. Ça, vous le savez, avec différentes PCR dans le commerce qui ont des panels explorés variables. Certaines incluant, je ne l'ai pas mis ici, mais des bactéries intracellulaires, et tous incluant les principaux pathogènes viraux, atropisme respiratoire de l'adulte et de l'enfant. Ces PCR ont changé le diagnostic étiologique, sont utilisables sur les sécrétions respiratoires hautes et basses. Attention à l'écouvillon nasopharyngé, j'ai mis volontiers l'image tout à l'heure. L'écouvillon va vraiment au fond du nez, va gratter la muqueuse du nasopharynx. Je vous renvoie à cette petite vidéo du New England, ce tutoriel où on voit cette jeune femme qui subit l'écouvillon nasopharyngé. On voit rentrer le petit bâton et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et effectivement, il rentre de au moins 5 cm et ça va vraiment jusqu'au fond. Ça ne gratte pas l'entrée du nez. La performance du test est probablement supérieure sur prélèvement distal que prélèvement proximal au cours des infections virales de l'adulte. En tout cas, au cours de la grippe, il y a au moins une référence qui atteste de cette supériorité-là. Voilà pour la microbiologie, le diagnostic étiologique. Et là, on parle un petit peu des différents virus, en tout cas de quelques virus. Alors là aussi, ça me coordonnait avec Elodie, le tableau de l'épidémiologie des virus dans l'étude américaine en fonction des mois de l'année, et vous avez en tête que le rhinovirus, globalement en bleu, circule toute l'année, et qu'il y a des virus épidémiques, 3 principaux, que sont les virus influenza, le métapneumovirus humain et le virus respiratoire syncytial. Et dans la cohorte de l'hôpital Bichat, c'est des pneumonies graves. Les principaux groupes de virus sont ceux-là, avec en gros un quart de rhinovirus, un tiers du virus influenza, dans une population française qui a une couverture vaccinale probablement inférieure à la population américaine, donc un peu plus de virus influenza, et puis les paramyxovirus qui regroupent les parainfluenza, les VRS et les métapneumovirus humains, et puis ce qui reste, c'est-à-dire un peu moins d'un 1/5 de virus un petit peu divers, et notamment les herpesvirus. Alors, quelques mots de VRS et métapneumovirus humains, ce sont des virus cousins du groupe des paramyxovirus. Vous avez le VRS humain qui est ici, le métapneumovirus qui est ici. Là, vous avez les autres parainfluenzae, notamment ceux qui ont un tropisme respiratoire chez l'homme. C'est des virus dont on a une connaissance clairement crescendo chez l'adulte, et non seulement dans l'infection respiratoire, bronchique, mais aussi dans l'infection respiratoire pneumonique, dans la pneumonie, d'abord pour VRS et puis ensuite pour son cousin, métapneumovirus, à partir du moment où on l'a découvert au milieu des années 2000 et qu'on a ensuite accumulé les données de pathogénicité d'abord chez l'enfant et puis ensuite chez l'adulte et maintenant en 2016, là avec cette première série de pneumonies aiguës communautaires graves en réanimation documentées à métapneumovirus. Donc des virus qui sont très proches et des virus qui sont responsables d'une maladie, vous voyez, influenza-like, avec la possibilité de pneumonie. Dans ce travail très récent, là, américain, non pas très récent, enfin 2012 américain, ces auteurs ont mis côte à côte des pneumonies documentées à VRS, à influenza et à métapneumovirus.
avec, vous le voyez, des effectifs qui sont à peu près équivalents, hein, donc c'est un premier message. Globalement, dans ce travail-là, il y a une distribution à peu près équivalente de ces 3 virus, des 3 principaux virus à tropisme respiratoire, si on met un petit peu de côté le rhinovirus, avec une distribution épidémique. Vous savez que le VRS arrive au début de l'automne, et puis qu'un peu plus tard arrive influenza, et puis à peu près en même temps métapneumovirus, et puis que tout ça s'éteint à partir de février pour VRS, et puis mars, avril pour influenza et métapneumovirus. Ça varie un peu d'année en année. Alors la symptomatologie, eh bien, elle est influenza-like, hein, il n'y a pas de surprise, avec la congestion, avec la toux qui est très fréquente dans les 3 virus, avec la dyspnée, là aussi très fréquente, avec la fièvre, très fréquente dans les 3 groupes, peut-être un peu moins dans le métapneumovirus, et puis après avec la fatigue, très fréquente dans cette cohorte de patients. Alors attention, hein, de patients âgés, c'est peut-être un message quand même sur cette épidémiologie un petit peu équilibrée entre les 3 virus, c'est qu'on est chez les sujets âgés, et ça explique probablement une surreprésentation de VRS ou métapneumovirus. Je vais me fâcher avec personne, mais les sujets âgés dans cette étude, c'est au-delà de 50 ans. Et quand on mettait côte à côte les 3 virus sur les items de morbimortalité, eh bien on avait des choses là aussi assez comparables, avec une durée de séjour comparable entre les 3 populations et un taux d'admission en réanimation assez comparable aussi. Une maladie vraiment influenza-like, une pneumonie aiguë aspécifique, donc ces 2 virus cousins, une incidence probablement accrue et certainement une gravité accrue dans les 2 groupes à risque que sont les sujets âgés et les immunodéprimés, et plusieurs viraux, antiviraux, qui vont changer votre pratique sur ces virus-là parce qu'ils sont en développement. Ils sont en phase 2, et notamment ici le présatovir pour les données de phase 1 avec le challenge par VRS chez le sujet sain et la quantification de la charge virale dans le nez et des scores de virose des voies aériennes supérieures chez les patients sous placebo et chez les patients avec différentes doses de présatovir. Une échelle en abscisse en jours, donc vous voyez une chute très rapide de la charge virale et des symptômes. Donc des médicaments très intéressants et puis que j'espère nous aurons à notre disposition et qui changeront nos pratiques dans quelques années. Alors si le patient a voyagé, eh bien vous avez en tête un seul virus, sans doute, qui est ce coronavirus un peu particulier, qui est différent de nos coronavirus. Vous savez qu'on a des coronavirus qui circulent, qui sont des virus à pathogénicité plutôt basse dans nos pays. Les PCA multiplex en testent volontiers 3 ou 4 sérotypes. Et là, c'est un sérotype qui n'est pas en France, mais qui peut l'être chez les gens qui voyagent, qui est donc le MERS coronavirus, une maladie qui vient du dromadaire, avec les différents contacts avec le dromadaire et la transmission humaine via les sécrétions nasopharyngées ou d'autres activités en contact intime avec les dromadaires. Et ensuite une maladie d'incubation prodrome, maladie aiguë et éventuellement maladie fulminante. Un virus à ARN et quelques images ici des vésicules qui contiennent les virions prêts à être excrétés dans les voies aériennes. Des cas recensés dans cette très belle revue du Lancet, recensée à partir de 2013, et des cas ici, c'est probablement un petit peu petit pour vous, mais des cas qui viennent évidemment principalement du Moyen-Orient, d'où le nom du virus, quelques cas en Europe, et vous le savez en France, 2 cas, dont un décès, quelques cas dans le reste de l'Europe et des cas en Corée, et un petit peu moins en Chine. J'ai simplement remis le tableau de cette revue qui est très très belle et elle dit tout. Date du premier cas, l'incubation, l'âge, les adultes, l'âge moyen de 50 ans, la distribution de genre. La mortalité, c'est quand même le chiffre qui est sidérant. Donc attention, on est dans une maladie avec 40% de mortalité, y compris dans les pays de l'Ouest et pas seulement dans les pays du Moyen-Orient. Et une maladie assez standard sur le plan de sa présentation, une sorte de grippe suraiguë avec un tropisme très très respiratoire. Les nombres de cas signalés en France, répertoriés par Santé publique France. Alors vous voyez que les pics de cas recensés, c'est au moment du grand pèlerinage de la Mecque chaque année, avec près de jusqu'à 80 cas déclarés par semaine au moment de ce grand pèlerinage annuel, pour au total 2 cas, je vous l'ai dit, affirmés, qui étaient tous les 2 à Lille. Et s'il y a un autre virus à signaler, c'est celui-là, on en entend parler. On a là aussi des adénovirus qui circulent dans nos pays, mais on a des souches d'adénovirus un petit peu particulières en Asie de l'Est, notamment en Corée, en Chine,
qui sont des souches de sérotype B55 et qui donnent des pneumonies là aussi suraiguës, volontiers condensantes, avec une mortalité très élevée, assez comparable à celle du MERS coronavirus. Et ça, on peut avoir des virus comme ça qui circulent, et il y a quelques cas décrits importés dans les pays de l'Ouest. Donc des adénovirus très virulents, des maladies chez immunocompétents, et ça, c'est des virus qu'on pourrait éventuellement être amené à voir chez les gens qui voyagent. Mais le message fort, c'est attention, chez les patients qui reviennent du Moyen-Orient, ils doivent être très volontiers isolés dès lors qu'on a un syndrome viral. Voilà pour les messages forts sur le diagnostic étiologique. Influenza, VRS, métapneumovirus, c'est le trio de tête, les épidémies, les terrains à risque et les voyageurs. Alors, qu'en est-il de la gravité et des scores ? 4 ou 5 messages. Premièrement, au cours de la grippe, l'immunodépression est le principal facteur de risque de mortalité au cours donc de la grippe, de la pneumonie grippale. Au cours de la pandémie 2009, il y avait eu en France 1300 cas graves recensés par l'INVS, désormais Santé publique France, et 312 décès. Dans la cohorte REVA, la cohorte des réanimateurs français, l'immunodépression était le seul facteur de risque indépendant de mortalité chez les patients ventilés. Deuxième message, et on a vu un petit peu cette étude tout à l'heure, une autre cohorte de patients immunodéprimés hospitalisés pour une grippe, cancer solide, on reparlera de cette étude après. 27 patients décèdent, 88 survivent. Eh bien, le niveau d'immunodépression diffère et est volontiers plus important chez les patients qui décèdent. Donc là aussi, une association entre la profondeur de l'immunodépression et le pronostic de la mortalité. Donc l'immunodépression, attention au cours de la pneumonie grippale. Deuxième message de gravité, attention à la co-infection virus-bactérie. J'ai colligé ici 3 études qui donnent tout un message de surgravité des co-infections virus-bactéries au cours de la pneumonie. Ici, la co-infection pneumocoque-virus dans le travail américain. Dans ce travail espagnol, la co-infection virus-bactérie associée plus fréquemment à un sepsis sévère au cours des pneumonies communautaires hospitalisées. Et puis dans le travail français, facteur de risque indépendant de mauvais pronostic dans une cohorte de PAC grave. Alors quel message ? Oui. Si on s'intéresse spécifiquement à la grippe, je voudrais vous rappeler quelques petites choses. Quelle co-infection au cours de la pneumonie grippale ? 5 cohortes de patients hospitalisés en réanimation, c'est des grippes graves. Au cours de la pandémie 2009, il y avait toujours un quart à un tiers des patients qui avaient une co-infection bactérienne, et je vous rappelle cette épidémiologie un petit peu particulière, avec notamment la surreprésentation du staphylocoque doré. J'espère que c'est un message fort, un automatisme dans votre tête, pneumonie grippale, staphylocoque doré. Pour ceux qui seraient tentés par l'amoxicilline, attention, ça c'est un vrai problème. Et c'est un vrai message de prudence. Et puis deuxième message sur ces co-infections, vous savez qu'il y a au moins 2 séries qui ont rapporté des aspergilloses invasives au cours des pneumonies grippales, notamment chez l'immunodéprimé, avec une association en particulier avec la corticothérapie systémique. Et d'ailleurs, dans l'étude américaine, c'est joli parce que le pic grippal de l'hiver est associé au pic d'incidence de staphylocoque doré, ce qui montre bien la synergie entre les 2 infections, l'association. Message sur la grippe, attention aux atteintes extra-respiratoires dans la gravité. L'encéphalite grippale, c'est exceptionnel. Il y a une série rapportée, c'est des malades graves, avec 56% de séquelles à 6 mois d'une encéphalite qui est soit grippale, soit post-infectieuse. Et puis attention à la dysfonction cardiaque gauche, c'est exceptionnellement des myocardites avec de la troponine, avec des modifications ECG. C'est plutôt des dysfonctions cardiaques gauche un peu associées au sepsis, associées à l'infection, mais pas strictement myocarditiques, volontiers réversibles, et c'est pas rare. Et ça doit vous faire réfléchir sur les présentations radiologiques un petit peu bizarres. Et dernier message, est-ce qu'on utilise facilement les scores de gravité au cours des pneumonies virales? Prudence au niveau des pneumonies grippales. Ici, une série japonaise où on a appliqué 2 scores de gravité que seront le score de Fine, ici avec les 5 classes, et puis le CRB 65 avec les 3 classes du CRB, 0, 1, 1, 2 et 3 et 4. Et on a représenté la mortalité des patients en noir, réelle, et la mortalité prédite selon le score. Et vous voyez qu'on est largement au-dessus du score, comme si le score était peu performant ou sous-estimait la gravité. Et c'est exactement la même chose avec le CRB 65, travail de 2014 japonais. Et deuxième travail, qui est un travail nordique,
qui date de 2012, PLOS ONE, une série de pneumonies hospitalisées. On met d'un côté les pneumonies à influenza et les pneumonies d'une autre cause. On marque ici le score, la classe de Fine. Elle est plus élevée dans les pneumonies dites d'autres étiologies, et c'est pareil pour le CRB65 qui est plus élevé dans les autres étiologies que dans l'influenza, et pourtant, le pronostic est clairement plus grave dans la cohorte des influenza, avec un recours à la réanimation chez 41% des patients versus 5%, et un recours à la ventilation mécanique chez 14% versus 2%. Donc là aussi une discordance entre les scores et la gravité, donc prudence au moment de la pandémie grippale, et prudence probablement parce que ces patients grippés volontiers jeunes ont volontiers un poids, vous le savez dans le score de Fine, notamment un poids élevé de l'âge, on l'a dit tout à l'heure, et donc à contrario, un poids un peu faible quand l'âge est un peu jeune, et peut-être une sous-estimation, mais c'est une des faiblesses du Fine. Voilà pour les messages forts au niveau de la gravité, et j'en finis rapidement sur la thérapeutique. Guillaume, il faut... Très rapidement pour la thérapeutique, les inhibiteurs de neuramididase. J'ai 2 messages. IDSA 2009, les principaux patients à traiter, mais il n'y a pas de scoop. Les patients qui requièrent l'hospitalisation, de toute façon, globalement, doivent être traités par neuramididase dès lors qu'ils ont une grippe qui requiert l'hospitalisation. Le Tamiflu est un bon médicament, alors même que l'intérêt clinique faible avait été dit faible par l'HAS. Non, deux messages. Pourquoi on traite les patients par inhibiteur de neuramididase? Parce qu'au moins chez l'immunodéprimé, c'est associé à une moindre évolution vers la pneumonie grippale, probabilité d'évoluer vers la pneumonie grippale quand on n'est pas traité par antiviral au cours des 48 premières heures versus quand on l'est. Donc ça diminue, ça protège de l'évolution de la maladie, ça diminue la mortalité dans cette cohorte de patients immunodéprimés, le fait d'être traité versus de ne pas être traité précocement. Et puis, 3e message, ça c'est la même chose. Et 3e message, c'est important, on traite aussi pour diminuer l'excrétion virale, donc diminuer la contagiosité et la transmission interhumaine. Ici, en log, la décroissance journalière de la charge virale influenza au niveau nasopharyngé chez les patients en noir, ici, qui sont traités, et ici en noir, les patients qui ne sont pas traités. Eh bien, chez les patients traités, cette décroissance est plus élevée, donc l'excrétion virale, la contagiosité est raccourcie. C'est un autre point important du traitement. J'en ai fini pour les messages du traitement, et puis cette diapositive de messages forts qui est un peu chargée, mais qui reprend globalement ce que je vous ai dit là. Voilà, je suis ouvert aux discussions.